Le journal de 23h sur RTI1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de cette édition. 2 audiences ce jour au palais de la présidence de la République au centre des échanges avec le chef de l'État. La situation économique et sécuritaire dans la sous-région. Alassane Ouattara recevait le nouveau président de la commission de l'UEMOA et le président du conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine. Des assises sur le VIH et la tuberculose pédiatrique. Les travaux lancés ce jour par la première dame Dominique Ouattara affineront la stratégie de lutte et la prise en charge des enfants touchés par ces virus dans notre pays. Aussi ce jour du sommet mondial virtuel sur le caoutchouc en direct d'Abidjan. Le Premier ministre propose un partenariat entre le gouvernement ivoirien et les investisseurs dans ce secteur. Un appel lancé pour dynamiser la transformation locale et la commercialisation sur les marchés internationaux. Bienvenue dans ce 23h à la présidence de la République. Ce mardi, le chef de l'État recevait successivement le nouveau président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, et le nouveau président du conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine, Mamadou Ndiaye. Le compte-rendu de ces entretiens est rapporté par Awa Touré. La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a un nouveau président. Il s'agit de Abdoulaye Diop, qui, après sa prise de fonction le 8 mai 2021, est venu remercier le président de la République, Alassane Ouattara, et recueillir ses conseils et orientations pour mener à bien la mission à lui confier, avant de saluer les performances réalisées par la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara est une référence dans la sous-région, dans le monde. En tant que président de la Côte d'Ivoire, qui est un pays, le pays leader de la zone UEMOA, mais également en tant qu'ancien président de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA et président du comité de haut niveau aussi, chargé de la stratégie de mobilisation des ressources pour le financement du développement des pays de l'Union, qu'il a eu à mener avec beaucoup de succès. Il était important pour moi de venir le voir pour recueillir ses conseils, recueillir ses avis par rapport à la mission qui nous attend. Moi-même en tant que président, les autres commissaires qui dirigent les départements au niveau de la commission. Et cela n'a pas manqué, on a discuté des questions économiques, bien sûr, où nous avons très rapidement fait le point sur les questions de l'Union, la situation de l'Union. C'était également une occasion pour saluer les performances de la Côte d'Ivoire en matière économique, une économie qui a été performante jusqu'avant la crise et qui a su aussi être résiliente pendant la crise et qui est en train de construire un plan de relance pour sortir de la crise. En fin de mission, le président du conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'UEMOA est pour sa part venu dire au revoir au président de la République Alassane Ouattara. L'occasion aussi de faire le point sur les réformes engagées, notamment la mise à jour des tests administratifs. Nous avons échangé sur l'état d'avancement des réformes, notamment au plan de la gouvernance du conseil régional, et qui a pu enregistrer sur ces 3 dernières années des avancées significatives. L'une des plus importantes a été le changement de dénomination de cet organe communautaire qui est devenu autorité des marchés financiers de l'UEMOA, mais également l'institution de la présidence résidente qui avait justement pour ambition de faciliter la mise en œuvre des réformes. Et au titre de la gouvernance interne également, il a bien apprécié tout ce qui a été fait comme mesure pour réorganiser l'organisation institutionnelle du conseil régional avec les différents comités que nous avons mis en place, un comité d'audit fonctionnel depuis 3 ans, un comité scientifique qui est opérationnel également, mais également la mise à jour de tout ce qui est texte administratif, procédures administratives, de contrôle et financière, et ça pour faciliter la mission de l'organe.
Après 4 années passées à la tête du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, dont le siège est à Abidjan, Mamadou Ndiaye s'est dit satisfait des avancées indéniables dans le cadre de la mobilisation des ressources financières. 2018 milliards de francs CFA en 2020 contre 1600 milliards de francs CFA en 2019. Après l'agenda de la présidence de la République, voyons la une de l'actualité sanitaire qui affiche un grand événement, la consultation nationale sur le VIH et la tuberculose pédiatrique. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a ce mardi ouvert les travaux de cette rencontre de 72 heures. Sur la table des échanges, une nouvelle stratégie de riposte contre ces maladies et l'amélioration de la prise en charge des enfants de 0 à 14 ans touchés par ces virus. Le développement de Mahama Traoré. En 2020, 9400 personnes sont décédées du VIH en Côte d'Ivoire, dont 800 enfants âgés de 0 à 14 ans. Dans cette tranche d'âge, ils sont au nombre de 21 000 à vivre avec ce virus et seulement 49% d'entre eux ont accès au traitement antirétroviral. Comment corriger une telle inégalité ? La question est au cœur de la concertation nationale lancée ce mardi par la première dame Dominique Ouattara, en sa qualité d'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique. Concertation qui réunit État, société civile, partenaires techniques et financiers. Il s'agira pour toutes les parties prenantes de cette réunion clé dans le même lieu de réfléchir aux solutions et aux actions permettant de relever ensemble les défis liés au diagnostic et traitement du VIH et de la tuberculose pédiatrique en Côte d'Ivoire. La prise en charge de la tuberculose pédiatrique, considérée comme la première cause de mortalité du VIH-Sida, sera également au cœur de ces assises. Malgré les efforts consentis ces dernières années, des défis persistent. Il s'agit notamment du dépistage et de l'accès au traitement pour tous les enfants malades du VIH et de la tuberculose. La consultation de ce jour nous a permis de signer un contrat pour l'acquisition de 33 nouveaux équipements pour le diagnostic précoce du VIH-Sida chez les enfants exposés. Cette acquisition vient augmenter notre parc d'appareils de ce type à 60, en prenant en compte les 27 existants et de réduire les difficultés d'accessibilité géographique. Ces équipements permettront aussi de réaliser la charge virale des femmes enceintes et allaitantes sous traitement antirétroviral. Chez les enfants vivant avec le VIH, les traitements antirétroviraux seront optimisés, ce qui nous permettra, je l'espère, d'atteindre rapidement les 3,90 chez les enfants. Quant aux victimes, elles espèrent être associées à la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route qui sera élaborée lors de cette concertation nationale. Si on veut qu'aujourd'hui 90% de la population ivoirienne fasse le test de dépistage et que 90% des personnes dépistées soient sur les traitements antirétroviraux et que 90% des personnes qui sont sur le traitement antirétroviraux aient une charge virale indétectable, cela passe impérativement par associer les adolescents et jeunes vivant avec cette maladie par les différentes prises de décisions qui les concernent. Aucun enfant ne devrait naître ou mourir du VIH ou de la tuberculose. C'est sur la base d'une telle ambition que l'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA, la première dame Dominique Ouattara, a encouragé les participants à cette concertation nationale. Le constat est que nos enfants sont sous-diagnostiqués pour le VIH et pour la tuberculose. Et ils n'ont donc pas suffisamment accès à des traitements efficaces contre le VIH qui leur permettraient de bien grandir et de fêter leur 5e anniversaire sans maladie ni souffrance. Mesdames et messieurs les experts, je vous invite donc à mettre à profit ces 2 jours de consultation nationale pour engager un vrai dialogue sur les défis majeurs, les solutions et les actions prioritaires nécessaires. Je vous invite à débattre de façon transparente sur le rôle, les responsabilités et la contribution de chaque partie prenante. Il faut proposer une feuille de route audacieuse qui permette à la Côte d'Ivoire de réaliser ses engagements. D'abord, en faveur des enfants vivant avec le VIH et la tuberculose. Ensuite, en faveur de l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et enfin, en faveur de la promotion du traitement pédiatrique.
Depuis 2004, les États-Unis, à travers le programme PEPFAR, ont engagé 1,7 milliard de dollars en faveur de la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. On parle de virus. Je vous propose de voir ensemble le point Covid de cette journée. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle enregistre ce mardi 18 nouveaux cas de Covid-19, 48 nouvelles guérisons et aucun cas de décès. Ce 8 juin 2021, la Côte d'Ivoire compte 47 511 cas confirmés, dont 47 037 personnes guéries, 306 personnes décédées. Il reste encore 168 cas actifs et pour ce qui est de la vaccination, au moins 625 792 ont été administrés. Je vous propose de suivre à présent ce communiqué de l'état-major général des armées qui dit ceci: dans la nuit du lundi 7 juin 2021, aux environs de 21h, la localité de Togo, située dans la région du Bonkani, département de Téini et frontière du Burkina Faso, a été attaquée par des individus armés. Le détachement des forces armées de Côte d'Ivoire prédéployé sur les lieux a immédiatement réagi et repoussé l'ennemi. Le bilan provisoire fait état d'un soldat ivoirien décédé des suites de ses blessures. Aucune victime civile n'est à déplorer. Les opérations militaires de ratissage se poursuivent sur le terrain avec l'arrivée de renforts dépêchés dans la zone. Le chef d'état-major général des armées présente ses condoléances à la famille du soldat décédé tout en saluant la prompte réaction des hommes ainsi que leur courage et leur détermination. C'est un communiqué signé du général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Le premier sommet mondial sur le caoutchouc se tient depuis Abidjan. Il s'est ouvert aujourd'hui, un sommet virtuel qui devrait apporter des réponses à la vision d'amélioration de la transformation locale et la commercialisation du caoutchouc sur les marchés internationaux. Noël Niagno. Pour 4 jours, le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan Cocody a pris les couleurs de l'EVA. Des sommités mondiales et locales de cette spéculation. Des politiques, des industriels, des chercheurs, des producteurs vont réfléchir sur affronter l'avenir en résolvant les problématiques de l'inclusivité, de la durabilité, de la croissance pour la nouvelle normalité. Ce thème met clairement en exergue l'urgence qu'il y a pour toutes les parties prenantes à s'engager activement afin que les prochaines générations considèrent le caoutchouc comme une filière qui est rentable, socialement équitable et soucieuse de l'environnement. Ce souci de l'environnement nécessite un recadrage des actions de toutes les parties prenantes, a indiqué le secrétaire général du groupe d'études internationales sur le caoutchouc depuis Singapour. On ne laissera personne de côté et nous allons avoir un sommet du caoutchouc 2021 qui sera profitable pour vous tous. Le groupe international sur le caoutchouc pèse les 3/4 de la production et de la consommation mondiale. Être choisi comme pays hôte par les organisateurs du sommet mondial virtuel du caoutchouc, le premier du genre, revêt une double signification. La Côte d'Ivoire ressent ce choix comme un insigne honneur, un immense privilège. Le choix de la Côte d'Ivoire est aussi, et j'en suis persuadé, la reconnaissance du rayonnement politique et économique de notre pays sur l'échiquier mondial. Au-delà de cette reconnaissance, la Côte d'Ivoire est une puissance agricole qui veut faire un saut qualitatif dans la transformation structurelle de son économie. Il ne nous est en effet plus possible de rester encore longtemps dans ce statut d'éternel producteur de base, où nous prenons la plus grande part de la pénibilité et si peu de la valeur globale produite par nos richesses agricoles. Il nous faut donc agir sur 2 fronts. D'une part, transformer localement toujours plus pour conserver pour les Ivoiriens et les producteurs locaux la valeur ajoutée la plus grande. D'autre part, améliorer toujours davantage l'intégration de nos produits dans les circuits internationaux de distribution en travaillant à la conquête des marchés et au positionnement durable de nos filières, à la valeur de leurs marques et, in fine, à leur pricing power. Et l'EVA est un terreau fertile au regard des performances dans cette filière. Premier producteur africain avec 80% de la production,
et 4e au monde. Voilà l'argumentaire de l'ambition de la Côte d'Ivoire. Celle qui veut transformer nos filières agricoles, développer l'industrie locale de la transformation, travailler à des cultures plus durables, ce que permet la culture particulière de l'EVA en tant que culture intercalaire, et gagner, au final, le combat économique et humain d'une valeur ajoutée d'une filière qui possède un chiffre d'affaires annuel de près de 350 milliards de dollars au niveau mondial et dont la Côte d'Ivoire ne capte que 0,5%, alors même qu'elle assure près de 7,5% de la production mondiale, c'est-à-dire un ratio de 1 à 15. La Côte d'Ivoire compte 150 000 producteurs, 40 000 seigneurs et environ 1 200 000 personnes qui vivent directement ou indirectement de la filière et véhiculent. Et on retrouve le ministre de l'Agriculture sur le site qui accueillera prochainement l'usine de transformation de fèves de cacao. L'usine devrait ouvrir dans 2 ans et sera dédiée à la première transformation de cacao sur l'autoroute du Nord PK24. Suivons ce reportage de Régis Kofi. C'est sur ce site de 21 hectares que plusieurs bâtiments sortiront de terre. Ces bâtiments vont servir à transformer le cacao, stocker les fèves et former au métier du chocolat. Ce lundi, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a effectué une visite sur l'espace situé au PK24 à Anyama. Constat, les travaux ont démarré par le terrassement et la construction de la clôture. Dans ces usines que nous sommes en train de construire, c'est la première transformation. Nous ferons du beurre, nous ferons des tourteaux et nous faisons de la liqueur. Mais le bâtiment que nous allons faire ici, c'est un bâtiment qui va abriter dans un premier temps une usine de 50 000 tonnes, capacité de broyage. Nous allons passer dans un deuxième temps à 100 000 tonnes sur le même site. La construction de 2 nouvelles usines de transformation du cacao à Abidjan et à San Pedro vise à augmenter la part de valeur ajoutée du pays dans la filière cacaoyère, d'où la satisfaction du ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Vous savez, le président de la République suit au quotidien tous ces projets. Et chaque jour que Dieu fait, il nous pose des questions pour savoir à quel niveau nous sommes en ce qui concerne les réalisations. Aujourd'hui, nous avons fait le déplacement, le DG et moi-même, pour nous enquérir des réalités du terrain. Vous savez, avant d'installer des usines, il faut d'abord aménager l'espace. Cela a été fait. Maintenant, on est en train de conforter cela à travers donc, la mise en place des plateformes qui presque sont également terminées. Et très bientôt, nous allons voir les bâtiments sortir. C'est le 22 septembre dernier que le président de la République, Alassane Ouattara, a posé la première pierre de l'usine d'Abidjan qui, comme celle de San Pedro, aura une capacité de transformation de 50 000 tonnes. Avec ces usines, la Côte d'Ivoire, qui produit plus de 2 millions de tonnes chaque année, va booster la production et conforter sa place de premier producteur mondial de cacao. Investissement total, 216 milliards de francs CFA, financé par un prêt de la Chine. Et tout comme le cacao, le palmier à huile est aussi un produit qui soutient l'agriculture ivoirienne. La recherche est aussi active pour booster la filière qui fait de la Côte d'Ivoire le 2e producteur africain avec 1 800 000 tonnes par an. La filière engendre environ 500 milliards de francs CFA et fait vivre au moins 2 millions de personnes par an avec des palmiers qui peuvent aller jusqu'à 25 tonnes de régime à l'hectare. Comprenez que cette culture puisse susciter beaucoup d'intérêt et Dangui s'y est aussi intéressé. Le résultat de ces investigations dans ce dossier EcoPlus. Dagrom, village de la commune de Divo. Avant d'aller au champ, Diakariga met de l'ordre dans sa pépinière de palmiers, installée dans un coin de la maison, à l'abri des animaux domestiques. J'ai semé la pépinière, ça fait 6 mois actuellement. Donc ça arrivait à séparer, donc il doit séparer, mettre de l'eau dessus, ça n'a qu'à bien pris la racine encore. Si ça arrive, maintenant 7 mois, 8 mois, il peut aller planter au champ. Un peu plus loin, toujours dans le village, Nzi inspecte sa pépinière de palmiers à huile pour une superficie de 12 hectares.
destinés à la commercialisation. On fait à 1000 francs l'unité. Très souvent, c'est par hectare que les gens achètent. L'État fait automatiquement 140 000 francs. Un investissement de 4 millions, disons 5 millions, à la vente pour retrouver pratiquement un double montant. Pratiquement 9, 10, souvent même 15, 20 millions. Les plants de palmiers à huile se trouvent sur le marché, mais Diakariga préfère faire sa propre pépinière. Au lieu de 140 pieds par hectare, tu as 200 graines à Aérolambé. Tu viens mettre dans les châssis, peut-être tu vas avoir au moins 200 et quelques pieds aussi. Donc ça augmente encore. La culture de palmier à huile nourrit son homme. C'est l'une des convictions les mieux partagées dans la région du Lodjibois. Ce n'est pas Nana Aloka, chef du village de Gros-Biakoko dans la sous-préfecture de Divo, qui dirait le contraire. D'ailleurs, il tient à nous conduire dans son champ, à environ 7 km du village. Les petits plants là font 2,5 hectares. Les difficultés, dans un premier temps, il faut préserver les plants. Il faut nettoyer régulièrement et répandre de l'engrais. Et depuis ses plus jeunes plantations de palmiers jusqu'à celles qui produisent aujourd'hui, le chef ne tarit pas d'éloges pour la culture de palmiers à huile. Le palmier occupe des terres que le cacao, les autres plantes ne peuvent pas occuper. De retour au village, il nous présente ses outils de transformation de sa récolte de palmiers à huile lorsque les prix ne sont pas acceptables à ses yeux. Honoré est un planteur de palmiers à huile. Il vient dans les locaux de la société coopérative des planteurs de palmiers à huile du Lodjibois, dans laquelle il vient fraîchement d'adhérer. Lorsqu'on appartient à la coopérative, il y a toujours des avantages qu'on peut avoir. Celui qui appartenait à la coopérative avait un prix lorsqu'il voulait payer la pépinière. Secrétaire exécutif de cette société coopérative, Koulibaly et Tengana livre des secrets sur la filière du palmier à huile dans la localité. Dès qu'on fait la récolte, il faut acheminer dans les 48 heures qui suivent maximum à l'usine pour que ça soit usiné. Et quand ça dépasse ça, il y a des pertes de poids, il y a vraiment des difficultés qui interviennent. Ils peuvent avoir même des pourritures. Et donc cette activité était menée ici, ce programme était mené ici. Mais avec l'introduction des acheteurs directs, quand on parle des acheteurs, les pisteurs, qui existaient dans d'autres filières, mais qui n'existaient pas au niveau du palmier, ces pisteurs-là rentrent dans les villages et récupèrent la production qu'ils vendent sans être vraiment déclarés. Il confirme la culture du palmier à huile a encore de beaux jours devant elle. Le palmier nourrit son homme. Avec quelques statistiques que nous avons pu récolter, nous sommes autour de 270 000 tonnes, voire 300 000 tonnes qui sont produites au niveau de la région. Donc quand vous multipliez par une moyenne de prix de 50 000 la tonne, c'est vraiment énorme, ce qui est redistribué aux planteurs. De Divo, nous faisons route vers la station de recherche du Centre national de recherche agronomique CNRA de Lamé, dans la localité d'Alépi, d'où sortent les semences dont la performance nourrit l'engouement que suscite la culture du palmier à huile dans toute la Côte d'Ivoire. Sur les lieux, Dr Conan, chercheur spécialiste du palmier à huile, nous conduit au premier palmier emblématique que les chercheurs appellent à juste titre l'ancêtre. Et ce arbre que vous voyez, on l'appelle communément l'ancêtre. Et j'allais dire papa de près de 95% des palmiers au monde. Un peu plus loin se trouve l'un des champs semenciers, un laboratoire de fabrication de semences dont l'écho de leur performance résonne à travers le monde, selon le chercheur. On est parti dans les plantations traditionnelles d'avant à moins de 10 tonnes. Nous sommes actuellement aujourd'hui à 25 tonnes à l'hectare. Donc il y a eu un bond de plus de 10%, 50%. Au niveau du rendement, on est parti d'un rendement de moins de 2 tonnes à l'hectare. Aujourd'hui, on avoisine les 5 tonnes. Et avec le troisième cycle que nous entrevoyons, pousser ces performances-là au-delà de plus de 50% d'amélioration. La performance des semences du CNRA aurait pu impacter davantage la production nationale si la filière ne souffrait pas du phénomène appelé ici le contournement. Le CNRA aujourd'hui garantit les semences qu'elle produit, qu'elle propose au milieu paysan. Tous ceux qui vont utiliser les voies de contourner, c'est des investissements à perte. Konaté ne veut justement pas faire de mauvais investissements. C'est pourquoi il est venu s'approvisionner en semences CNRA.
Les autres, souvent ça ne produit pas, ça donne des fausses fleurs. Donc, quand il prend un CNRA déjà, à 3 ans déjà, ça donne les petits régimes. Les recherches se poursuivent avec, entre autres objectifs, passer de 20 tonnes de régime l'hectare à 25 tonnes et réduire la croissance du palmier de 6 cm à 25 cm l'an et augmenter l'espérance de vie du palmier à huile à 25 ans. C'est dire que le palmier à huile a un bel avenir devant lui, autant que ses planteurs. Voilà, de belles petites informations sur la culture du palmier à huile. Informations utiles pour toutes les personnes qui souhaitent entreprendre dans le domaine. Parlons de bonne gouvernance. Un groupe de travail associe l'État ivoirien au secteur privé. Le groupe de travail a lancé la réflexion sur le développement des outils de lutte contre la corruption. Le point avec Jean-Luc Bangbo. Comme bien d'autres secteurs en Côte d'Ivoire, la corruption touche également le monde des entreprises. Son impact sur ce secteur est indéniable. C'est le diagnostic fait par le représentant du secteur privé. La corruption est un frein aux investissements. Elle n'encourage pas l'investissement. La corruption crée des distorsions de concurrence entre opérateurs, entre entreprises. Cet atelier du groupe de travail sur la lutte contre la corruption est ainsi l'occasion de formuler plusieurs recommandations. Nous, secteur privé, nous recommandons au gouvernement d'adopter une politique forte de telle sorte qu'en matière de corruption, nous soyons à la tolérance zéro. Les impunités que quelquefois on a l'occasion de voir soient bannies. Ces préoccupations seront examinées pendant les 48 heures que dureront les travaux de cet atelier. L'objectif étant de développer des outils de lutte contre la corruption qui contribueront au renforcement de la bonne gouvernance. Notre secteur privé a une perception de la corruption, a des préoccupations en matière de corruption. Donc il s'agit ici pour nous d'asseoir un dialogue entre les départements clés du gouvernement et le secteur privé, afin que de ce dialogue soit dégagée une feuille de route consensuelle et qui nous engage tous à adopter cette politique de tolérance zéro à la corruption en vue de rassurer nos concitoyens. Plusieurs ministères en première ligne de la question de la corruption ont ainsi présenté leurs principaux acquis en matière de lutte contre le fléau, mais aussi les insuffisances et les réformes à instituer en vue d'atteindre l'objectif de zéro corruption. Dans l'éducation nationale, l'actualité est aux examens de fin d'année. La session 2021 du certificat d'études primaires et élémentaires, CEPE, s'est ouverte ce mardi. 562 519 candidats sont répartis dans 2368 centres de composition sur toute l'étendue du territoire national. L'an dernier, l'examen avait été suspendu, on le rappelle, de façon exceptionnelle du fait de la Covid-19 et cette année, la pandémie, encore d'actualité, fait même partie des sujets proposés. Voyons le constat de Grace Kando. Groupe scolaire golf dans la commune de Cocody ce mardi. Devant la cour de cet établissement, des parents d'élèves. Je suis venu accompagner mon dernier qui présente l'entrée en 6e. Voilà, pour moi, c'est une manière de l'encourager pour qu'il sache que je suis avec lui de cœur. C'est un enfant qui est bien mais un peu distrait. Donc ce matin, il lui a donné les conseils d'usage. Il a dit vraiment, il faut te concentrer. Quand on amène les épreuves, il ne faut pas te jeter dessus. Il faut lire et puis il faut chercher à comprendre. Et puis posément, tu travailles. 562 519 candidats répartis dans 2368 centres frappent aux portes des lycées et collèges. La première épreuve de la journée démarre par l'exploitation des textes et le ton est donné par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation dans ce groupe scolaire. Pour les candidats, tout se déroule bien. Je trouve le sujet facile. C'est un sujet pour la pandémie, comment se confiner, comment se protéger pour ne pas attraper la maladie Covid-19. Je vais avoir mon entrée en 6e. J'ai étudié beaucoup sur la Covid. Après le groupe scolaire Golf, cap est mis sur le groupe scolaire Meya Kwadio dans la commune de Makori. Ici aussi, la ministre Maria Toukone est venue encourager candidats et encadreurs. Les épreuves sont faciles, donc je serai au collège l'année prochaine. Tout se déroule parfaitement bien. Aucun incident majeur. Les enfants sont très concentrés pour la première épreuve. En plus de l'exploitation des textes,
Les candidats vont composer dans 3 autres matières, éveil au milieu, orthographe et mathématiques. Pour ces premiers examens à grand tirage sous l'ère Maria Toukone, l'accent est mis sur la lutte contre la tricherie. C'est la satisfaction parce que les enfants sont détendus. Ils ont tous compris le message de lutte contre la tricherie et nous leur avons donné des conseils. Travailler de façon saine, sur le mérite paye, sur le travail paye. La proclamation des résultats du certificat d'études primaires et élémentaires est prévue pour le mardi 22 juin. Voilà, et nous souhaitons bonne chance à tous ces jeunes candidats. Le ministre des Affaires étrangères de la France, Jean-Yves Le Drian, est attendu demain à Abidjan. Il effectuera une visite de travail de 48 heures au cours de laquelle la situation au Mali, la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire et la réconciliation nationale seront abordées. Une visite qui suit celle de Franck Riester, ministre français chargé du commerce extérieur, et du ministre de l'économie, des finances et de la relance française, Bruno Le Maire. Une visite qui était fin avril dernier. Voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée chez vous.